Le 13 janvier 2022, le volcan sous-marin Hunga Tonga Hunga à Apai, dans les îles Tonga, entrait une nouvelle fois en éruption. Alors bon, d'accord, je vous l'accorde, cette éruption n'a pas grand-chose à faire sur une chaîne qui parle d'espace. Et pourtant, pour cet épisode, je ne vais pas vous parler du rôle crucial que jouent les satellites lors de catastrophes naturelles. Bien que le sujet du rôle des satellites dans le cas de catastrophes naturelles soit un sujet intéressant, il mérite de faire l'objet d'un épisode à part entière. Je vais, néanmoins, encore prendre quelques instants pour continuer de vous montrer ces quelques vues de l'éruption depuis l'espace qui méritent qu'on les regarde. Bref, sur ce, je vais vous proposer, pour cet épisode un peu particulier, de parler de ce volcan, de la petite île qu'il a créée, et de pourquoi il est également intéressant pour étudier Mars. Néanmoins, avant de commencer l'épisode, j'aimerais simplement vous signaler que celui-ci sera probablement un peu plus court que la moyenne. Déjà, les épisodes du mercredi ne devaient au départ durer que le mois de décembre, mais avec toutes les actualités de ces derniers temps, vous pouvez vous-même constater que j'ai légèrement dépassé mon calendrier. Et sortir 2 épisodes par semaine est un exercice assez complexe. Ensuite, le sujet étant un sujet avec lequel je suis peu familier, je ne vais pas non plus trop en approfondir certains aspects non essentiels à l'épisode, histoire de ne pas dire de bêtises. D'ailleurs, si je me suis trompé sur un point, étant peu habitué à parler de volcanisme, n'hésitez pas à me le signaler. Comme pour mon foirage de date en parlant du 29 janvier au lieu du 29 décembre dans la dernière mise à jour sur James Webb d'ailleurs. Sur ce, je vous propose de nous retrouver après le traditionnel générique pour parler de volcans, de plaques tectoniques et de Mars. Si vous ne la connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter la fosse des Tonga. Profonde de 10 882 mètres à son point le plus profond, elle arrive tout juste derrière la fosse des Mariannes, dont le point le plus profond atteint, lui, 11 034 mètres. Et la fosse des Tonga, pour expliquer ce que c'est un joyeux bazar. Voilà, fin d'épisode, ou pas. Pour résumer très rapidement le sujet, la fosse des Tonga est ce que l'on nomme une zone de subduction où une plaque tectonique s'enfonce sous une autre. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a souvent tendance à se représenter les plaques tectoniques comme quelque chose de bien net, défini et relativement propre. Eh bien, cette idée est assez fausse. Pour ça, la fosse des Tonga en est un parfait exemple. Et cela me fait arriver à la notion de microplaques tectoniques. Ainsi, autour de la fosse des Tonga et de la microplaque du même nom, on trouve les plaques pacifiques, australiennes et les microplaques Niuafo'ou et Kermadec. Pour cette raison d'ailleurs, la fosse des Tonga et la fosse des Kermadec sont aussi souvent réunies sous l'appellation de la fosse Tonga-Kermadec, formant ainsi une fosse de près de 3000 km de long. Ces microplaques sont le résultat d'un éloignement des plaques australiennes et pacifiques dans cette région alors qu'elles se chevauchaient. Je vous épargne les détails, mais cette région a ainsi pu se développer dans le « vide » laissé par cet éloignement des 2 plaques, il y a environ 4 à 5 millions d'années. La différence de vitesse de croissance entre les différentes régions de la plaque nouvellement créée ont ensuite entraîné une fragmentation menant aux microplaques Niuafo'ou, Tonga et Kermadec. Au jour d'aujourd'hui, grincement de dents autorisé, cette zone est un des endroits les plus uniques sur Terre. Entre sa diversité de roches géologiques, ses formations diverses et variées, et je n'ai pas parlé de beaucoup d'autres plus petits détails géologiques,
chaînes de montagnes sous-marines, etc. et ses vitesses records, la région est aussi une mine d'or scientifique. Pour vous donner une idée de la vitesse de ces plaques, le point de subduction le plus rapide dépasse la vingtaine de centimètres par an. Ainsi, une partie des roches plongeant sous la surface vont être progressivement chauffées, transformées en magma et progressivement remontées, alimentant les volcans situés en surface. Notez que l'utilisation du terme surface ici inclut aussi la surface sous-marine. Ce magma va ensuite s'accumuler dans une chambre magmatique et, étant également plein de vapeur d'eau, la pression va ensuite progressivement augmenter jusqu'à mener à une gigantesque explosion. Et c'est à peu près ce qu'il s'est passé ce 13 janvier. Néanmoins, si vous voulez en apprendre plus sur ce genre d'éruption et de volcans, je vous propose plutôt le fil Twitter de Forêt des Sciences, qui est simplement excellent. Le lien se trouvera en description. Ce volcan, justement, a donné naissance aux environs de 2009 à l'île Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Cette île est en fait la partie émergée du cratère du volcan. De décembre 2014 à janvier 2015, elle va notamment voir ses deux petites extrémités réunies par une nouvelle éruption, plus précisément par la matière éjectée par son cratère. On notera ensuite une éruption en 2019, une le 20 décembre 2021, avec une fin d'activité volcanique le 5 janvier 2022. Là encore, l'île s'était agrandie, avant que l'explosion du 13 janvier ne la détruise fortement. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet de cet épisode, et il va être temps de parler de Mars, car ces volcans, et surtout ce type d'île, ne survivent en général que quelques mois. Seulement 3 en 150 ans, y compris celle-ci, ont survécu plus longtemps. Or justement, elles sont en réalité un trésor scientifique. Ainsi, si l'île de 2009 fut rapidement balayée par les flots, celle de fin 2014, début 2015 fut plus chanceuse. L'érosion fut naturellement stabilisée, même si elle continue grâce à des dépôts sédimentaires, permettant au centre de la NASA de Goddard d'étudier l'île plus en détail. Et j'en arrive à l'intérêt pour Mars. Car comprendre l'érosion de ces petites îles, leur formation et leur évolution peut aussi nous aider à en apprendre beaucoup plus sur Mars. La planète rouge n'est en effet pas bien différente de la Terre pour ça. Elle a probablement eu des plaques tectoniques, elle a eu un volcanisme, et j'en passe. Mieux comprendre ce qu'il se passe sur Terre, c'est aussi savoir reconnaître des formations sur Mars et d'autres planètes. Pour ça, ce type de terrain à la composition relativement primitive a l'avantage d'être probablement assez ressemblant à ce que l'on pouvait trouver sur Mars, à l'époque où celle-ci était encore couverte d'eau liquide, et où ce genre de phénomène pouvait également se produire. Sur Mars, les monts de Tharsis, une chaîne de 3 volcans, semblent par exemple être eux aussi le fruit de mécanismes de subduction semblables à ceux que l'on observe partout sur Terre. Si, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore découvert de petites îles comme Hunga Tonga Hunga Ha'apai sur Mars, il est néanmoins fort probable qu'elles aient elles aussi existé. Pouvoir les trouver, cela peut aussi permettre de mieux comprendre les plaques tectoniques martiennes, et donc aussi savoir quels endroits sont les plus propices à la recherche de la vie, comment ils ont évolué, et j'en passe. Le tout, bien sûr, en continuant d'en apprendre plus sur la planète rouge. Car, et c'est un petit détail qui peut sembler idiot, mais pour mieux comprendre la planète rouge, l'étude de la Terre est tout aussi intéressante, et inversement. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi à 19 h pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.